Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. J'ai parlé à quelqu'un d'inquiet en fin de semaine. Ah oui? Quelqu'un qui avait des billets de transat vers la Floride pour le temps des fêtes. Moi aussi, dans mon entourage, il y a des gens qui sont inquiets. Est-ce qu'on va vivre une première grève chez Air Transat en l'espace de 40 ans? Dimanche matin, le syndicat qui représente les 750 pilotes d'Air Transat ont émis le préavis de grève de 72 heures, comme le prévoit le Code du travail. Alors, ça nous amène à 3 heures, à mercredi, le 10 décembre, si aucune entente n'est conclue d'ici ce temps-là. Là, ça se parlait beaucoup dimanche dans la journée, dimanche en soirée, mais on n'a toujours pas de confirmation qu'il y a eu entente, si bien que cette menace de grève-là plane toujours. Et Air Transat, de son côté, Mario a déjà mis en place un plan, parce que là, avec cette menace-là pour mercredi, il faut s'y préparer. Alors, conséquence de tout ça, à partir d'aujourd'hui, il y aura déjà graduellement des vols qui seront annulés. On veut rapatrier des appareils. Et à partir de mardi, les avions seraient déjà cloués au sol, à moins d'un revirement de situation. Il faut faire attention. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur la table? D'un côté, on veut avoir un certain rattrapage du côté des pilotes, de meilleures conditions de travail. De l'autre côté, Je les entendais parler de qualité de vie aussi, les horaires au-delà du salaire. Mais Air Transat, de son côté, dit, écoutez, on vous a offert 59 % sur 5 ans. Quand même pas rien. Et le dernier contrat de travail avait une durée à peu près de 10 ans. Ouais. Maintenant, il y a aussi tout ce qui se joue en coulisses. Et c'est là qu'intervient Pierre-Carl Péladeau, qui, via la financière Outremont, détient 10 % des actions d'Air Transat. Lui, il se propose de jouer les médiateurs entre les pilotes et la direction, a déclaré également que l'actuel conseil d'administration gère mal les ressources financières de l'entreprise, alors que des montants sont consacrés à divers honoraires professionnels. Et il semble carrément inquiet de l'impact qu'une grève dans le temps des fêtes pourrait avoir carrément sur la pérennité, sur la survie de l'entreprise. Oui, c'est sûr que ça risque d'avoir un impact si ça dure le moindrement longtemps. On se souviendra ce que ça a donné aussi avec Air Canada. Mais moi, j'imagine une personne qui avait des billets avec Air Canada, plutôt dans l'été. Mm-hmm. Qui s'est dit, hey, là, aux fêtes, là, oublie ça, Air Canada, je me referai pas prendre 2 fois, je vais aller avec Transat. Beaucoup plus fiable. Alors, tu sais, est-ce que tu peux vivre 2 grèves dans la même année avec 2 compagnies différentes? Alors, si vous êtes dans une situation comme ça, il y a une section intéressante dans le journal là-dessus, point par point pour chaque situation. Le mot-clé, vérifier l'état de votre vol. Et en cas d'annulation, Air Transat va vous contacter par courriel, va procéder au remboursement en fonction du mode de paiement utilisé lors de la réservation. Si vous avez réservé via une agence de voyage, contactez directement votre agence de voyage. Et là, il y a aussi les voyageurs qui sont pris, par exemple, à l'étranger. Alors là, Air Transat prévoit à ce moment-là l'attribution d'un nouveau billet dans les 48 heures suivant l'heure du départ initial ou le remboursement de la proportion qui était inutilisée. Mais on se souviendra aussi ce qui est arrivé quand il y avait eu le conflit d'Air Canada. Comme par magie, qu'est-ce qui s'était produit? Les prix avaient augmenté pour les autres compagnies, c'est ça. Et puis les gens ont été pognés à l'étranger un bout. Oui, c'était un beau bordel. Puis il y en a qui sont revenus. Il y a des histoires de gens qui sont revenus avec 3 transferts, 30 heures. Pas leurs médicaments. Non, pour revenir d'Europe. Une carte de crédit loadée. C'est ça. Fait que, ça va être à surveiller. Est-ce que je comprends qu'il pourrait déjà y avoir, de façon préventive, justement, pour pas envoyer des gens à l'autre bout du monde puis t'es plus capable de les ramener, des annulations aujourd'hui et demain? Absolument, là. Absolument, de manière graduelle. C'est ce qu'Air Transat a indiqué déjà. Là. On va suivre ça. Blitz de négociation en fin de semaine entre Québec et les médecins. Je dois dire qu'en fin de semaine, je disais aux collègues avec qui on préparait l'émission ce matin, je disais à ma blonde, d'après moi, je pense qu'on va avoir une entente dimanche soir. Je veux dire, la façon que ça s'est déroulé, l'urgence avec laquelle François Legault, vendredi après-midi, a relancé les négociations qui avaient été interrompues la veille. Je pensais qu'on allait avoir de la fumée blanche en fin de semaine. Ça n'a pas été le cas. Je me suis trompé. Non, mais je veux dire, la journée est encore jeune. On ne sait pas, il peut se passer bien des choses. On n'entend rien. C'est ça on n'entend rien. Non, pas de rumeur, rien. Non, puis même en fin de semaine, on essayait d'avoir les porte-paroles des fédérations médicales. Il n'y a personne qui parlait. Et ça, souvent, quand les gens ne parlent pas dans les négociations, dans les discussions, ça peut être de bon augure. Je vous rappelle un peu les faits. Le vendredi, pendant la journée, le premier ministre François Legault, qui, dans un premier temps, aura
rencontré pour une deuxième fois en l'espace de 10 jours le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Ammiot. Une rencontre vraiment productive. Dans ce cas-ci, on a senti notamment le docteur Ammiot, à sa sortie, lorsqu'il était interrogé par le collègue Kevin Crane Desmarais, qu'il était quand même encouragé par la discussion qu'il avait eue avec le premier ministre, que là, les messages étaient un peu plus réalignés et que ça allait descendre aux tables de négociation. Autre rencontre qui a eu lieu avec les spécialistes, le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Dans son cas, on n'a pas entamé un blitz de négociation au cours de la fin de semaine, contrairement à ce qu'a été le cas là, pour les médecins de famille. Mais on a rouvert le canal de discussion quand même, qui semblait fermé avant. Oui, c'est ça. Il y a eu rencontre du conseil d'administration pour les spécialistes au cours de la fin de semaine. Mais pour ce qui est des médecins de famille, le temps commence quand même à presser. Là. Je parlais hier avec le docteur Simon-Pierre Landry, un médecin bien connu, médecin de famille qui pratique dans les Laurentides. Puis lui, il dit là, il faut que ça se règle là. Il faut que ça se règle dans le blitz de négociation parce que il y a des enjeux de renouvellement de bail aussi. Il y a des cliniques qui doivent prendre des décisions difficiles. On a vu dans le dossier du journal la semaine passée qui faisait état, là, pour entre autres le Grand Montréal, d'une 40aine de cliniques qui risquent la fermeture. Bon. Mais à l'émission ici, vendredi matin, France-Hélène Duranceau, la ministre, nous avait quand même confié en fin d'entrevue qu'elle avait réservé sa fin de semaine. Oui. Ça aussi, c'est dans les raisons qui me rendaient un peu optimiste qu'il y a eu une entente. Et oui, François Legault s'est dépêché de faire une rencontre, mais la ministre nous dit « Ouais, moi, j'ai réservé du temps pour négocier en fin de semaine. » OK, donc ça veut dire qu'elle avait déjà reçu des commandes, là, on s'affaire. Donc à surveiller, mais à mon avis, c'est pas exclu, mettons, aujourd'hui, là, que d'une heure à l'autre, un communiqué tombe ou qu'on nous annonce une convocation d'assemblée spéciale des médecins pour étudier une entente. Encore des révélations sur le Parti libéral du Québec. Dans ce cas-ci, elles sont carrément dans le rapport officiel publié par la campagne de Pablo Rodriguez. Le journal nous apprend ce matin qu'Élections Québec cherche à comprendre pourquoi presque tous les employés liés au Parti libéral du Canada qui ont aidé Pablo Rodriguez dans sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Québec ont reçu 1 000 $. Alors, une analyse du rapport des dépenses de la campagne victorieuse de M. Rodriguez, peut-on lire, nous montre que 14 personnes ont touché un paiement forfaitaire identique de 1 000 $. Et parmi ces gens-là, on retrouve 10 personnes issues du Parti libéral du Canada, dont 9 qui ont contribué pour 500 $ à la campagne de M. Rodriguez. Et donc, il recevait une espèce de contrat de service pour 1 000 $. Ouais. Il faisait un don de 500. Voilà. Alors, il restait 500. Ouais. Alors, parmi les gens... En fait, où tu te payes en impôts, là. Oui. Parce que si tu reçois un contrat de service de 1 000, moins que tu as gagné 19 000 dans l'année, non, c'est ça. tu vas en donner... Il y a le gouvernement qui va vouloir sa moitié. Il va en prendre. Parmi les personnes qui ont contribué, il y a Geneviève Hintz, ex-chef de cabinet de Pablo Rodriguez, celle qui a été mise à pied il y a maintenant 3 semaines par la députée Marois Risky. Et selon les informations de nos collègues du journal, ces paiements-là ont attiré l'attention d'Élections Québec, qui cherche à savoir pourquoi exactement il y a autant de donateurs qui ont reçu un montant identique. Il y a des sources qui ont confirmé au bureau d'enquête que cette pratique-là faisait partie des nombreuses vérifications effectuées par des enquêteurs de l'autorité qui assurent l'intégrité des élections de la province. Il n'y a pas de réponse fournie là, par le Parti libéral du Québec aux questions posées par nos collègues du journal. Mais je répète que c'est dans un rapport public déposé au directeur des élections dont le journal a obtenu copie, notre bureau d'enquête a obtenu copie, donc c'est quand même quelque chose que pas comme quelque chose que le Parti libéral a essayé de cacher. Mm-hmm. C'est quelque chose qui a été fait à visière levée, ouvertement, avec des chèques en bonne et due forme, tu sais, dans le rapport. Et maintenant, que prévoit la loi électorale? La loi permet de rémunérer des personnes qui se sont impliquées lors d'une course à la chefferie, mais pourvu qu'elles ne soient pas payées par une autre organisation pendant les heures pendant lesquelles elles travaillent sur cette campagne-là. Alors, c'est ce que prévoit la loi. Conférence de presse coûteuse que celle qu'a organisée François Legault à Beauharnois, là, dans les installations d'Hydro. Autre révélation du journal ce matin, plus de 55 000 $ pour épater la galerie lors du dévoilement de sa vision économique. Juste le Fleur de l'Elysée a coûté 1 500 $. Alors, on sait, le budget est dans le rouge foncé même, et on a présenté en grande pompe la vision de cette conférence de presse-là. On a obtenu les informations via la loi d'accès à l'information. Alors, c'était le 10 novembre dernier, des dizaines de milliers de dollars déboursés pour décorer la centrale hydroélectrique de Beauharnois. Et selon l'Institut de la statistique, on a juste comparaison qui est dans le journal ce matin, le salaire moyen net annuel au Québec, 44 500 $.
Alors, c'est 10 000 de moins que les sommes investies pour une conférence de presse. Mais le drapeau du Québec, il me semble qu'au bureau du premier ministre, ils doivent en avoir. Oui, il doit en avoir 2, Il doit y avoir moyen d'en avoir. Ils sont pas tous au lavage. Ouais, je peux pas croire. Heure d'ouverture des commerces, on élargit le projet pilote. Oui, effectivement, le gouvernement du Québec qui va élargir ce projet pilote qui veut prolonger les heures d'ouverture dès mars 2026. On se souviendra qu'en octobre dernier, Mario, on avait lancé à Gatineau, Laval et Saint-Georges un projet pilote. Visiblement, les résultats ont été concluants parce que à partir de mars 2026, sur une base volontaire, les commerces pourront ouvrir de 6 heures du matin, à 21 heures le soir, du lundi au dimanche. Alors, c'est le ministre délégué à l'économie. Ça va baisser énormément notre code d'écoute. Là. Les gens, à 6h20 le matin, ça va être des magasins. Ils vont se garrocher pour aller s'acheter un chandail. On dirait que je le saisis pas pleinement, tout ça. Je suis pas contre non plus. En fait, moi, je suis plutôt pour une libéralisation, que chacun ouvre quand il veut, dans ce qui me concerne. Mais bon. C'est surtout quand on se compare aussi ailleurs. Parce que le Québec est un des seuls endroits en Amérique du Nord où les heures d'ouverture étaient strictement encadrées. Par exemple, les commerces non alimentaires devaient fermer à 17 heures pendant les fins de semaine, entre autres. Mais là, il y a toute la question aussi de la main-d'œuvre. Est-ce qu'on va avoir assez de main-d'œuvre pour assurer toutes ces plages horaires? Déjà, on n'a pas assez pour. C'est essentiel. Ouais. L'affaire, c'est que c'est sur une base volontaire. C'est difficile de changer des habitudes de consommation. C'est ça qui est dur. Oui. Mais c'est sûr que la demande change dans le sens qu'il y a des jeunes. Autrefois, le monde allait tout faire leur épicerie le jeudi soir. Là, à cette heure, des gens qui travaillent à des heures variables. Donc, le moment où on va faire toutes sortes de courses peut changer. Mais est-ce qu'il y a assez de monde pour justifier, pour créer une rentabilité, là, des heures un peu bizarres? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne, mais est-ce qu'il y a assez d'achalandage pour justifier une ouverture? Ouais. Surtout avec le commerce en ligne. PSPP qui a fait son acte de contrition hier soir, tout le monde en parle. Il a avoué, dans la cathédrale, il a avoué avoir eu des mots trop durs et qu'il referait différemment sa sortie, là, après avoir suscité de vives réactions, d'y avoir réagi spontanément avec une forme d'indignation. On se souviendra que le 3 décembre dernier, le chef du Parti québécois avait fait réagir en affirmant avoir honte d'une partie importante du milieu culturel québécois, dénoncer la vacuité intellectuelle, l'aplaventrisme, après que des représentants de la culture aient salué l'arrivée de Marc Miller comme ministre de l'Identité et de la culture canadienne à Ottawa. J'ai trouvé que c'était bien défendu, moi, hier. Ouais. Je l'ai pas vu. Mais justement, il est revenu là-dessus, puis il disait qu'il s'en prenait vraiment à ceux qui... Il dit, tu peux accueillir comme il faut quelqu'un parce qu'on n'a pas le choix d'échanger avec le fédéral, mais t'es pas obligé de lui jeter des fleurs et des bouquets et les confettis. C'est un peu ça qu'il mentionnait hier. Mais je pense qu'il y a eu l'épidème un petit peu sensible sur celle-là. Mais moi, je continue de penser qu'il a été manipulé par un article sur le site web de Radio-Canada. C'est-à-dire que les gens n'ont pas jeté de fleurs et de confettis. Ils l'ont juste accueilli poliment. Mais comme dans tous les médias, tu avais des articles qui disaient qu'il était mal accueilli, puis Radio-Canada voulait faire un papier pour dire qu'il était bien accueilli. Fait que Radio-Canada a fait un titre. C'est le titre, là, c'est ça qu'il en a trop mis, là, qui a donné à Paul Saint-Pierre Plamondon l'impression que, voyons donc, ils sont sur le party parce que alors que quand tu décortiquais, je suis convaincu que si on entendait le verbatim, là, un à un de ces gens-là qui ont parlé, plutôt que de le voir regroupé dans une espèce de feu d'artifice, on l'aime, Marc Miller, tu dirais, c'est un accueil poli, tu sais. Fait que je pense qu'il a quand même réagi un peu à ça. Donald Trump qui a fait rénover le Kennedy Center. Certains disent maintenant qu'il va falloir le changer de nom pour l'appeler le Trump Center. Mais hier, là, il animait la soirée et il aime ses travaux. Là, avant, c'était lettre. Mais là, c'est beau. Mais d'ailleurs, il a fait le lapsus du Trump Kennedy Center hier pendant la soirée. Puis il dit hop, quel lapsus, c'est gênant. Mais oui, pour lui, c'est la plus belle des soirées parce qu'habituellement, les présidents assistent à la cérémonie, mais n'animent pas. Donc, lui a vraiment pris la pole position pour honorer une poignée d'artistes. C'est comme ça chaque année à Washington, on veut honorer certains artistes. Sylvester Stallone a fait partie donc des personnalités qui ont été honorées hier. Gene Simmons du groupe Kiss, Gloria Gaynor, parce qu'I Will Survive, c'est une chanson qui fait partie des meetings de campagne de Donald Trump, entre autres. Donc, ça fait partie des quelques personnalités qui ont été honorées. Selon ses dires, à 98%, c'est lui qui est choisi. Là. C'est ce qu'il aurait dit. Puis pour lui, c'était un privilège d'animer cette soirée-là. Il en a profité aussi pour une petite craque à Joe Biden. Puis il n'est pas content, lui non plus, de la transaction Netflix, Warner Bros. Ce qui a eu lieu la semaine passée. Là, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Là.
Non, parce que ça a l'air qu'il était ami avec le gars de Paramount qui voulait acheter Warner Brothers. Ouais. Donc là, il veut s'en mêler. Là, pour lui, c'est pas une bonne transaction. Alexandre, Non, c'est le bien du pays. pas mon genre. C'est le bien du pays. Jamais les intérêts en premier. Non. C'est l'intérêt du pays. Voilà. L'intérêt supérieur du pays devant voilà. tout autre... Pas l'intérêt type personnel. Parce que le Kennedy Center accueillait plutôt le tirage, là. Et puis, là, c'était comme le moment où les gens découvraient les travaux, là, les améliorations qui avaient été. Ça s'est fait vite quand même. Ben, très vite. On devrait prendre exemple Parce sur la que vitesse des Trump travaux. a été assermenté le 20 janvier, puis les travaux sont faits prêts à rentrer dedans au mois de décembre. Ça peut être un 10 sur 10 sur l'efficacité. Ben, au Québec, t'aurais pas encore des plans, là. Pas encore des plans. T'aurais pas encore les plans puis l'étude de faisabilité de fait. Il a parlé un petit peu de nous autres aussi. t'as raison. Oui, il a parlé un du petit peu de Canada. la guerre commerciale. Il a dit j'ai rencontré le Canada et le Mexique. On a parlé pendant une demi-heure, principalement de la guerre commerciale. J'ai une très bonne relation avec le premier ministre. Et là, on lui a posé la question est-ce que vous allez recommencer les négociations, M. Trump? Il dit on va regarder ça, mais le problème, c'est que le Canada fabrique toutes sortes de choses qu'on n'a pas besoin. Par contre, ils sont très, très bons au hockey. Tu était bon au hockey. Charles-Antoine, hier, on jouait au hockey Canada contre les États-Unis, Oui. les Canadiens contre les Blues de Saint-Louis. Presque très, très bon au hockey. À part un 36 secondes, 39 plus précisément, en deuxième période. Cette deuxième période, elle est épouvantable. Mais tu sais qu'au football, là, tu fais un toucher, c'est 6 points, plus 1, c'est un placement, c'est 3 points. Tu sais, il y a des sports comme ça où tu fais les points par plus qu'un. Là. Mais le Canadien vit un peu ça. Il donne les buts par 2, tout le temps. Ouais. Un but, c'est 2. Ça, c'est tough là, quand tu donnes. C'est toujours au même moment. Et je viens d'écouter le point de presse de Martin Saint-Louis. Je voulais voir si elle allait adresser cette situation, le fait de sortir du vestiaire après la première période et de s'effondrer. Le pire, c'est que la deuxième période du Canadien, globalement, elle a été très bonne, sauf la première minute. Exactement. Et Martin Saint-Louis n'a pas voulu le dire. Il dit, je sais ce qui se passe, mais je vous en parle pas. Je vais l'adresser. Qu'est-ce qui se passe? Une chose qui se passe, assurément, c'est des surnoms défensifs. Bennington, peut-être une prémisse aux Jeux Olympiques, parce que tu avais le gardien canadien qui arrêtait un franc-tireur américain. Mais bon, je reviens à ta question. Sur les 4 buts des Blues, il y en a 3, et deuxième, troisième et quatrième, surnoms défensifs, 2 contre 1 des Blues. On oublie complètement un joueur, que ce soit en relance, que ce soit devant le gardien. La perte de Caden Goulet, c'est pas le seul élément. Là. À un moment donné, il faut en revenir. Là. Mais il manque un morceau dans le groupe défensif. Et d'un match à l'autre, il y a toujours quelqu'un qui est pris en défaut, que ce soit Jack Ike, que ce soit Struble, parfois même Alexandre Carrier. On l'a reçu en studio la semaine passée. Je lui ai posé la question. Il change de partenaire à chaque match et parfois même 2-3 fois dans une rencontre. Il m'a dit ça m'est jamais arrivé de ma carrière. Il n'y a pas de paire de défenseurs stables que tu sais exactement ce que l'autre Dobson, va faire. Matheson. Ouais. Mais hier, ils se sont fait prendre en défaut sur un but. Dobson en arrache. Là. Il vit de superbes séquences et ensuite des bévues monumentales. Donc, est-ce que c'est en même temps, on leur demande d'appuyer l'attaque. Hier, 2 des 3 buts du Canadien des défenseurs. Dobson, tout un tir, le troisième but. Hudson, le premier. Et Hudson a un week-end exceptionnel contre les Leafs. Il était partout sur la patinoire hier. Il tire énormément. Mais défensivement parlant, on pointe souvent du doigt le gardien. D'ailleurs, hier, Samuel Montembeault était malade. Donc, ça a donné un 2-en-2 littéralement. Deux matchs en 2 soirs. 3 buts en 7 tirs. Quand ils ont compté leur 3e but, les Blues, il y avait 7 tirs au compteur. Il y avait 3 buts en 7 tirs. Il n'a rien volé d'Obèche, mais souvent, là, il laissait à lui-même des 2 contre 1 avec beaucoup de temps pour gérer. Et l'autre élément, c'était une première semaine sur 3 consécutives avec 4 matchs. Là, on reprend exactement la même formule. Mardi, jeudi, samedi, dimanche. Et l'autre semaine aussi. Ça fait toute une semaine, ça, quand même. La 3e, ce serait exactement. Donc, c'est des matchs très condensés. Donc, quand tu as un duo de gardiens qui ne fonctionne pas nécessairement, ça devient difficile de gérer du 12 matchs en 3 semaines. Mais le Canadien est toujours 3e de l'Atlantique. Ouais, parce qu'en plus, le samedi, dimanche, en fin de semaine, le samedi, dimanche, t'es même pas dans la même ville. T'es même pas à domicile. Ouais. Donc là, tu pars de Toronto dans la nuit, tu t'en reviens de coucher. Je sais pas à quelle heure ils sont couchés à 3-4 heures du matin, puis tu rejoues le lendemain soir. Et ça va être la même chose en fin de semaine. En fait, t'as mardi le Lightning, qui est premier de la division. Jeudi, les Penguins, qui vont quand même bien. Rangers, c'est plus difficile. Et Connor McDavid et les Oilers dimanche. Donc, grosse semaine. Ben, avec des joueurs capables de marquer. Avec des joueurs capables de marquer.